Bonjour à tous, on est content de vous retrouver sur Vertical Project et aujourd'hui nous recevons Élodie Droz que je salue. Je te salue également Jean-Pierre. Alors Élodie, tu as un parcours qui est tout à fait atypique. On va commencer par l'historique. Déjà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours dans la police avant d'aborder la partie holistique et la partie sur la Kundalini qui est maintenant ta spécialité. Donc tu commences, j'allais dire une vie tout à fait classique. École de police. École de police. À l'âge de 17 ans, j'ai passé mon concours. À l'âge de 18 ans, je suis rentrée à l'école de police. Et de là, en fait, j'ai fait ma carrière pendant entre 17 et 20 ans. Parce que à l'issue de ma carrière, je suis partie en congé parental. Et c'est pour ça que j'ai changé, en fait, de profession. Mais pendant 20 ans, en fait, j'ai circulé dans les villes de Paris, dans les villes du 93, où j'ai été aussi fonctionnaire de police à la nuit et à la BAC. Voilà. Donc la BAC, la brigade anticriminalité. Et là, en quelques mots, parce que ça permet de situer le cadre, ton travail consistait en quoi quand tu étais à la BAC, la brigade anticriminelle? Alors moi j'agissais sur tout le territoire du 93 à la nuit, j'ai agi aussi sur le territoire du 92 et en fait c'était des missions, notamment celle à la BAC départementale, c'était des missions de sécurisation du Stade de France, des grosses interventions qu'on faisait des chasses ou des courses-poursuites ou vraiment des choses qui étaient en lien avec la criminalité à l'extrême. Donc tu étais tel qu'on l'imagine, un policier, une policière en civil, oui. Une arme à feu à la ceinture. C'est ça. Et donc tu pouvais faire une interpellation, garde à vue, interrogatoire de personnes, procès-verbal. Tout à fait. Le classique. Le classique. Et alors aujourd'hui, tu es praticienne holistique, spécialisée dans la Kundalini et les techniques énergétiques et les techniques de rebouteux. Alors c'est quoi une praticienne holistique? Alors, praticienne holistique, en fait, c'est que j'englobe plusieurs thérapies. Et on va mettre l'énergétique, on va mettre le reboutement, on va mettre donc la spécialité de la Kundalini. Et en fait, ça englobe la totalité en fait, des thérapies énergétiques, donc holistiques. Alors, entre ces presque 20 ans passés dans la police et cette pratique holistique, comment s'est passée la transition pour changer complètement d'univers, passer de la police au bien-être que tu peux faire sur des personnes qui viennent te voir en consultation? Alors la transition s'est faite, c'est au décès de mon papa en fait, quand il est décédé, que j'ai vu des phénomènes assez étranges à l'époque lors de son coma. En fait, je suis arrivée, il avait les yeux fermés et petit à petit que je lui parlais, il y avait son œil droit qui commençait à s'ouvrir. Et ma tante a demandé une photo de ma première, parce que j'ai 2 enfants, de ma première fille et lui a passé en fait sous les yeux. Et à ce moment-là, il y a une larme qui a coulé le long de l'œil droit. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose de l'autre côté, on va dire. De l'autre côté. Donc ça a été l'événement déclencheur qui t'a fait prendre conscience qu'au-delà de la matière, on va dire, il y avait peut-être une dimension spirituelle chez l'être humain. Tout à fait. Et une dimension énergétique, c'est ça? Tout à fait. Tu t'es intéressé au phénomène des exorcismes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui faisait de l'ATCI. Donc l'ATCI, c'est de la transcommunication instrumentale, qui était lui-même fonctionnaire de police à l'époque et qui avait des contacts avec certains journalistes et qui cherchait justement une personne qui avait la capacité de pouvoir faire un exorcisme. Donc il a donné mon nom, de là il a pris contact avec moi et quand il a pris contact avec moi à l'époque j'étais encore dans la police mais j'étais en congé parental. Donc j'ai pu aller me déplacer en fait sur le lieu dit et à mon grand étonnement en fait c'était la maman d'un de mes collègues qui était donc possédé à l'époque par sa psyché, on va dire. Comment ça se passe? Tu arrives, cette personne, elle est assise, elle est debout? Elle est normale. Au début, ça se passe très bien. Elle est normale, elle nous accueille avec un café. Elle parle normalement, en fait. Et puis, à un moment donné, avec certains mots, ça s'est déclenché. Et là, j'ai dû pratiquer, en fait, on va dire, un exorcisme. Alors, tu dis qu'avec certains mots, ça s'est déclenché. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette personne disait? Alors, en fait, moi, le fait de parler à cette dame, en disant certains mots comme Jésus, Marie, évoquer peut-être certaines prières, et en fait, ça se déclenchait à l'intérieur d'elle. Et elle poussait des grognements, des cris? Tout à fait, des grognements. Il y avait des convulsions? Tout à fait, des grognements, des cris, les yeux révulsés en arrière, elle se jetait sur le canapé, après s'est jetée sur le lit. Donc c'était assez impressionnant à voir. Donc toi tu as récité, on va dire, des prières? Oui.
À l'époque, c'est ce que je faisais. Voilà. Et ces prières ont eu pour vocation de calmer la personne à un moment donné? Tout à fait. Elle s'est calmée après au moins une bonne heure de pratique. Elle a commencé à se détendre et à se calmer. Alors je dois dire qu'à l'époque, il y avait eu un reportage fait sur une radio nationale. J'ai entendu effectivement les séquences de cet exorcisme et je dois dire que c'est assez impressionnant parce qu'on entend la voix de la personne qui n'est plus tout à fait sa voix, qui est une voix déformée, qui pourrait même peut-être faire peur. Et toi, on t'entend assez calme, récitant des prières et demandant, on va dire, à l'entité, qui serait peut-être en elle, de sortir de ce corps. Et ça dure... Combien de temps ça a duré, cet exercice? Alors, en tout et pour tout, 2 heures, parce qu'à un moment donné, le journaliste est sorti, il m'a laissée donc toute seule avec cette personne, et en fait, je suis restée 1 heure de plus, donc toute seule avec cette personne, et il m'attendait en fait en bas de l'immeuble. C'était très violent. Alors, il n'a pas hésité pour l'enregistrement, mais sa présence en fait. Il a eu, je pense qu'à quelque part, c'est effrayant, et c'est pour ça qu'il n'est pas sorti prendre l'air et m'a laissé gérer ce soin. Mais cette pratique de l'exorcisme, tu ne l'as pas refait ensuite par la suite? Tu l'as fait à plusieurs reprises? Oui, j'en ai pratiqué 4 ou 5. Et tu avais reçu, on va dire, un enseignement pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pendant ces... Pas du tout. C'était intuitif? C'était intuitif. Tout était inné. Tout était inné. Oui. Et à chaque fois, tu penses que tu as obtenu un soulagement et que la personne qui, on va dire entre guillemets, était possédée, s'est retrouvée dans un état plus calme, plus naturel, plus calme. D'accord. Oui, tout à fait. Ok. Bon, ça c'était quand tu étais encore sur Paris. Alors, tu as dit que tu avais connu aussi la transcommunication instrumentale. La TCI, qu'est-ce que c'est? Alors la TCI, c'est donc la transcommunication instrumentale qui est en lien avec l'audio. On enregistre en fait des voix, soit sur un magnétophone, soit sur un logiciel. Et on peut entendre en fait la voix de nos défunts, de nos proches, de nos guides, etc. Ou par photo aussi, où on arrive à obtenir selon certains supports, que ce soit de l'eau, de la fumée ou autre, des visages qui apparaissent en fait dans l'eau ou dans la fumée ou dans la vapeur d'eau. Alors je dois dire que tu nous as prêté pour l'émission quelques photos. Je dois dire qu'il y a des photos assez impressionnantes. Il y a un médium très connu dans la littérature, Edgar Cayce, dont on a la photo. Et à côté, on a son image captée par la transcommunication. Et c'est vrai que c'est dans un liquide, je crois, que cette image se forme. Il y a la même chose avec une femme qui pourrait évoquer étrangement la Vierge Marie. Et on voit cette espèce de forme qui se constitue à l'intérieur de l'eau. Il y a aussi le célèbre thaumaturge Maître Philippe qui apparaît. Alors d'ailleurs, tu nous as passé 2 images, une de près et une de loin. Et c'est vrai que c'est assez troublant, je dois dire, qu'on voit véritablement se former dans ces images le portrait de la personne. Alors, comment ça se passe? L'appareil photo prend régulièrement des prises de vue ou tu déclenches à certains moments? C'est ça. Et quand tu regardes ces images, tu constates qu'il s'est passé quelque chose? C'est ça. Ouais. Alors je travaille, en fait, je prends des photos en rafale et je me mets en condition et je demande rien, j'appelle rien en fait. Je laisse venir l'information quand elle décide de venir pour certaines formes que je peux trouver dans l'eau, mais en sachant que l'eau a des mémoires, donc forcément tout est vibration. Donc forcément, quand je reçois des canalisations, ma pensée qui est vibratoire va et alors forcément dans l'eau. Quel est le sens caché de cela? Est-ce qu'il y a une signification? Est-ce que ça aide? Ou est-ce que c'est juste, on va dire, un clin d'œil pour dire, au plan énergétique, il s'est passé quelque chose? Je pense que c'est plus un clin d'œil sur le côté énergétique et le fait de dire que ils sont là, ils sont vivants et qu'il y a une mémoire par rapport à ça. Et que quand on est connecté à ce monde, on appelle ça le monde de l'astral, il y a toutes les mémoires qui sont dans dans cette grande sphère énergétique en fait. Alors, quand tu as commencé donc à croiser la transcommunication instrumentale, donc tu étais encore sur Paris. Tout à fait. Et c'est à cette époque que tu as senti qu'il y avait peut-être des dons, des capacités en toi, que tu as d'abord testé, je crois, sur ta famille, c'est ça? Tout à fait. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux un peu Alors j'ai commencé à tester en magnétisant tout simplement un citron, un morceau de viande, de l'eau. Après j'ai pris un pendule, j'ai travaillé sur les animaux, j'ai travaillé sur les membres de ma famille, sur mes enfants et ainsi de suite.
j'ai senti des capacités en fait qui arrivaient entre mes mains et au début je ne savais pas trop quoi en faire. Et à force de lecture, j'ai fait notamment une initiation en écriture automatique. Et quand j'y suis allée là-bas, en fait, le stylo il est parti tout de suite. En fait, ça a été très très rapide et j'ai reçu tout de suite des messages de là-haut et notamment des guidances, première communication avec mon papa. D'accord. Alors, je reviens juste un petit peu en arrière. Tu disais que donc, tu avais commencé à tester sur des morceaux de viande, sur un citron. Ça veut dire quoi, que tu arrivais à dessécher C'est ça. ces objets et Tout à fait. ils ne rentraient pas en putréfaction? Non, ils se momifiaient en fait. Au bout de 2-3 jours, la chaleur était tellement intense dans mes mains que en fait, le citron ou le morceau de viande se momifiait tout de suite en fait. D'accord. Donc, ce qui était pour toi un peu la démonstration qu'il se passait quelque chose dans tes mains. C'est ça. On peut parler de magnétisme là? Oui, tout à fait. Et alors là, est-ce que c'est une technique que tu as apprise ou qui t'est venue aussi spontanément? Pareil, c'est une technique qui m'est venue spontanément, qui m'a été transmise à l'époque quand je faisais de l'écriture automatique en fait par mes guides. Et j'ai appris toutes ces techniques ancestrales, donc en lien avec les guides. Alors, l'écriture automatique, est-ce que tu peux un peu nous en parler? En fait, à la base, je voulais communiquer avec mon papa. Donc, comme j'avais vu justement cette ouverture d'œil lors de son coma avec cette larme qui coulait, et j'ai voulu aller chercher la communication avec lui. Donc, le départ de toute communication, c'était la communication avec mon père. Voilà pourquoi j'ai fait cette initiation-là. Et de fil en aiguille, j'ai eu d'autres communications avec d'autres personnes, membres de ma famille. Et en montant ma conscience, j'ai eu d'autres vibrations qui sont venues. Et dans ces écritures, il y a des messages, il y a des informations qui passent? Oui. Oui, tout à fait. Et quel type de message on a alors par l'écriture automatique? Souvent, on a des messages d'amour, de bien-être, de paix, de complétude, de béatitude. Et ils nous enseignent aussi, moi, à la base, les guides m'ont dit d'apprendre le chiffre 1. Ça a été le début, en fait. Voilà. On m'a dit, Elodie, il faut que tu apprennes le chiffre 1. Donc j'ai mis 6 mois à apprendre tout ce qui était en lien avec le chiffre 1, parce que le chiffre 1, ce n'est pas que l'unité, ce n'est pas que de la géométrie sacrée, il y a beaucoup d'autres choses par rapport à ce chiffre 1. Et quand j'étais revenue 6 mois après, là on m'a dit, il faut que tu apprennes l'énergie en fait, magnétisme et l'énergie divine. Alors, tu nous as dit que tu étais donc praticienne holistique, spécialisée dans la Kundalini. La Kundalini, c'est quoi? La Kundalini, c'est une énergie qui est basée à la base du sacrum et qui remonte sur tes 33 vertèbres du corps. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on essaye de mettre en marche cette énergie? Parce que spontanément, la Kundalini, c'est pas une énergie que tout le monde a d'ouverte, si je puis dire. Alors, c'est une énergie que tout le monde a, tout le monde peut l'activer, mais il y a une fonction en fait, selon l'énergie du haut ou celle où j'ai appris l'enseignement sur l'énergie du bas. Moi, je sais qu'à l'âge de mes 16 ans, en fait, l'énergie de la Kundalini s'est déclenchée lors d'une soirée. Et lors de cette soirée, quand je suis partie dans la voiture, mon bassin a été complètement secoué et s'est remonté tout au long de ma colonne vertébrale. Et ça m'a amené en fait à des phénomènes particuliers, notamment pareil, de l'énergie dans les mains. Je pouvais percevoir et recevoir des choses, je pouvais même voir des choses et j'ai même eu accès aussi à mon futur à l'époque. Donc quand on travaille sur cette ligne, est-ce qu'on peut dire que ça développe en soi des capacités? Tout à fait. Et quel type de capacité? Surnaturel. On a de l'énergie à très haute fréquence et ça permet en fait d'ouvrir tous nos creusets qu'on a à l'intérieur du corps, donc creuset instinctif qui est en lien avec le chakra racine et le chakra sacré, le creuset émotionnel qui est en lien avec donc le plexus et le cœur, le creuset analytique qui est en lien avec la tête et le creuset donc spirituel. Donc on peut parler de chakra, c'est ce qu'on trouve dans la tradition hindouiste dans la tradition taoïste, on va parler de creuset, mais c'est vrai que dans d'autres traditions, on va parler de chakra. Alors on peut dire que ce sont des zones d'énergie qui sont le long de la colonne vertébrale. Alors ce sont des zones d'énergie en vortex qui se trouvent ici sur le devant du corps et qui sont reliées à notre colonne vertébrale. Et qui
encodifie aussi tous nos organes à l'intérieur de notre corps. Et alors, dans ta pratique, tu parles aussi d'une pratique de rebooteux. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce que tu entends par une pratique de rebooteux? Alors, le rebootement énergétique, parce que moi je travaille le rebootement énergétique et le rebootement proprement dit, en fait, c'est une médecine ancestrale de l'ostéopathe aujourd'hui. D'accord. Alors, on verra, tu nous as confié une vidéo où on te voit avec un patient dont on ne voit pas le visage, qui est sur une table, et effectivement tu sembles faire des nœuds ou défaire des nœuds, enfin tu bouges très rapidement tes mains au-dessus de la personne. Tout à fait. Donc qu'est-ce que tu fais exactement? C'est-à-dire que tu rentres dans l'énergie de la personne et tu rétablis. Je nettoie, j'enlève tout ce qui est en lien avec ses traumas, je réaligne le corps, je retravaille sur les méridiens, je travaille sur son canal pranique, je travaille sur toutes ces fonctions du corps en fait par ma gestuelle, et qui est en lien avec la Kundalini aussi, parce que la rapidité et pourquoi je suis comme ça, c'est parce que c'est la Kundalini qui m'amène à un état d'être comme ça. D'accord. Alors, je dois témoigner que tu as fait sur moi quelques manipulations de ce type, et je dois dire qu'on sent des choses. Et ce qui est assez stupéfiant, c'est qu'on les sent, bon, quand tu fais ça sur un patient qui est devant toi, sur une table, mais aussi à distance. Tu m'as fait un soin, on va dire entre guillemets, à distance, et j'ai senti le moment précis où tu as commencé à agir et le moment précis où tu as arrêté d'agir. Et il y a eu une amélioration. J'avais un problème sérieux suite à une intervention chirurgicale d'importance. Et j'avoue que à distance, on habite à plusieurs kilomètres de distance, mais j'ai senti... bon. Alors, toute cette découverte que tu fais, là tu es encore sur Paris. Et tu rencontres, je crois, à ce moment-là, 2 médecins. C'est ça. Comment ça se passe pour que tu te retrouves au Portugal, dans un centre hospitalier, pour qu'on teste tes capacités de guérisseuse, on va dire, ou de praticienne holistique? Alors, l'IRM, l'électroencéphalogramme, comment ça se passe? Alors pareil, je travaillais au centre Képri Santé à Nogent-sur-Marne à l'époque, et en fait j'ai eu contact avec un médecin qui est venu donc à mon domicile où j'ai exercé, parce que j'avais mon cabinet dans ma propre maison, et il est venu donc vérifier en fait les informations que j'avais en lien avec cette énergie. Et il a été intéressé en fait par cette énergie, et de là il m'a proposé de partir donc au Portugal et de faire des analyses par IRM avec un professeur en neurologie pour voir l'activité cérébrale de la Kundalini. On t'introduit dans l'appareil de l'IRM qui est une sorte de tunnel avec une résonance électromagnétique. Qu'est-ce que tu fais toi mentalement pour pouvoir pas mettre des enregistrements? Dans l'IRM, en fait, j'ai pas le droit de bouger, et je dois canaliser donc toute l'énergie de la Kundalini dans mon bras droit. Et je dois faire des extensions, et je dois replier ma main et déplier ma main et mettre toute l'activité cérébrale dans une partie de mon corps. Sauf que l'activité cérébrale de la Kundalini est dans tout ton corps. Et même si on met une force magnétique de l'énergie de la Kundalini dans le bras, à droite, parce que si je me rappelle c'était à droite, l'énergie circule automatiquement malgré tout dans le corps. Et donc il y a des images qui sont faites de ton cerveau, on voit des taches lumineuses, et ça montre qu'il y a une activité qui n'est pas conventionnelle, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et après il y a une série de tests avec un électroencéphalogramme, on te place sur toi des électrodes. Sur la tête. On place des électrodes sur la tête, et pareil, en fait, je ne devais pas dormir pendant 24 heures. Et je devais donc avoir une activité cérébrale réveillée, une activité cérébrale en méditation et une activité cérébrale pendant ma phase de sommeil, pour calculer les phases de l'activité de cette énergie dans mon cerveau. Alors, on ne rentrera pas dans le détail, mais effectivement, il y a eu toute une batterie donc, de résultats qui ont été donnés. Et la conclusion, donc, c'est qu'ils ont noté une activité qui pouvait être celle de la Kundalini, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est une sorte de preuve, on va dire, indirecte par 2 médecins, dont un neurologue, qui ont constaté qu'effectivement il y avait une activité qui était mesurable de cette fameuse énergie de la Kundalini, c'est ça? Oui, parce qu'on a essayé de démontrer que lors de l'IRM, on avait fait des tests au départ avec les points d'acupuncture.
Donc on a regardé l'activité cérébrale avec les points d'acupuncture et avec les points d'acupuncture, il n'y a rien qui apparaissait dans le cerveau. Alors qu'avec la Kundalini, c'était en expansion. Lors de l'électroencéphalogramme, j'avais 3 phases. La phase sommeil, la phase méditative et la phase la normale éveillée. Et c'est pendant la phase de méditation et la phase de sommeil qu'ils se sont aperçus qu'en baissant mon activité neuroélectrique, elle se manifestait encore plus dans mon corps. Et quand j'étais en phase vraiment de méditation très profonde, je suis descendue à entre 5 et 4 Hertz, où là j'étais dans un état pratiquement je sortais de mon corps. Et il y avait toujours cette activité cérébrale. Tout ceci me paraît totalement passionnant parce qu'effectivement, j'ai assisté à une conférence où tu montres en détail l'intégralité des résultats et on va dire que c'est un peu, à ma connaissance, c'est un peu une première où une guérisseuse qui travaille sur des énergies se fait tester dans un hôpital avec des médecins. Alors, avec le médecin qui est devant moi, je lui transfère l'énergie que j'ai en moi pour qu'elle puisse ressentir les effets et les bien-être et le bien-être de cette énergie. D'accord. Donc elle a joué le jeu, elle s'est lâchée totalement et effectivement, par l'intermédiaire de mes mains, l'énergie a été transmise. Est-ce que c'est à cette époque que tu crées, on va dire, ta technique qui s'appelle la lumiothérapie? Est-ce que c'est à ce moment-là ou c'est après? Alors, ma technique de la lumiothérapie, ça s'est été créé pendant la période du Covid, en fait, où j'ai eu la chance d'avoir un huissier de justice qui s'est déplacé et qui donc a pu observer ce que je pratiquais. Et il a pu avoir aussi un soin. Et de là, il a récolté tous les témoignages, les photos, les vidéos. Et j'ai eu une attestation comme quoi j'ai exercé en tant que lumiothérapeute. Pourquoi lumio? Parce que les guides m'avaient fait une écriture automatique en disant la lumière, lumio, c'est la lumière, la thérapie par la lumière. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait écrire lumiothérapie et pas Kundalini. Donc en plus des examens faits avec des médecins au Portugal, on a une attestation d'un huissier qui a pris connaissance de tous tes travaux et atteste que tu as effectivement mis en place tout un protocole précis et qui donne un certain nombre de résultats sur des personnes qui viennent te consulter. Alors, le 1er janvier 2021, tu t'installes, ainsi que ton cabinet, à l'Arbrel. Alors, ça c'est intéressant parce que pour les amis qui nous suivent sur Vertical Project, l'Arbrel, ils en ont entendu parler, c'est où se trouve la maison de campagne de Maître Philippe, mais toi, quand tu t'installes à l'Arbrel, bien que tu connaissais par ailleurs Maître Philippe, tu ne savais pas du tout qu'à l'Arbrel, il y avait cette maison. Pas du tout. Alors, explique-nous un peu cet épisode, parce que c'est intéressant. Alors, je suis arrivée, mais complètement par hasard, à l'Arbrel, parce que mes patients, quand je les recevais, c'était donc à Lyon, à la Croix-Rousse, dans mon cabinet, dans ma salle que je louais à l'époque. Et de fil en aiguille, j'ai donc déménagé de Paris pour m'installer à Lyon. Et en arrivant à Lyon, je me suis rendu compte, surtout à l'Arbrel, que pendant 6 mois, j'étais en face de la maison de Maître Philippe, qui était juste la maison au-dessus de la butte de chez moi et que je la voyais de ma cuisine. Alors, c'est à cette époque que tu écris ton premier ouvrage qui s'appelle Les secrets de l'éternel. Qu'est-ce que tu décris dans cet ouvrage, Les secrets de l'éternel? Alors, dans cet ouvrage, je décris... alors, c'est plus un recueil où j'ai mis toutes mes écritures inspirées, automatiques,
mes travaux de TCI, mes travaux où j'explique, où les guides m'expliquent mon travail pour pouvoir retranscrire sur le corps. En fait, c'est un recueillement, c'est un bouquin où j'ai plus mis tout ce qui était en lien avec le spirituel dans l'écriture automatique et les écritures intuitives. Ça retrace un peu mon travail, mes débuts de mon travail. Et il y a un autre livre qui est en chantier sur la Kundalini. Est-ce que tu peux nous en parler de ce livre? Alors là, c'est plus spécifique. C'est un livre qui va vraiment traiter uniquement le sujet de la Kundalini, de comment elle s'active par le haut, par le bas, quels sont les dangers, comment travailler avec, parce que la Kundalini, c'est un art de vivre, hein. Il faut travailler avec cette énergie tous les jours et bien l'activer en soi pour pouvoir avoir les effets qu'elle procure. Et puis alors, il y a un troisième ouvrage qui, lui, est sorti récemment, que tu as fait sur la maison de Maître Philippe à l'Arbrel, qui s'appelle le Clos Landard. Alors, le Clos Landard, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette maison de Maître Philippe, sa dernière demeure? Alors, ça représente un personnage très atypique au niveau énergétique. Et j'ai eu la chance donc de rencontrer le directeur, le patron on va dire, de l'Office du tourisme, celui qui gère l'Office du tourisme, et qui a pu me faire donc visiter ce lieu, où j'ai pu travailler dans ce lieu énergétiquement, obtenir des photos, obtenir des communications. Et maintenant, je travaille à l'Office du tourisme où je fais les visites de la ville de l'Arbrel et du Clos Landard, où j'ai été inspirée par la nature à écrire un livre sur cette fabuleuse demeure. Maître Philippe, est-ce qu'il a une importance particulière dans ta pratique? Est-ce que Maître Philippe a une place prépondérante dans ta pratique quotidienne, au sein de ton cabinet à l'Arbrel? Alors, il a une place prépondérante au sein de mon cabinet, dans mon cœur à moi, mais au niveau énergétique, je m'adresse qu'à moi, qu'à mon énergie personnelle. Je n'appelle rien, je ne demande rien, je ne me connecte pas, on va dire, dans ce monde astralisé. Je travaille qu'avec ma propre énergie personnelle. Alors, tu as créé aussi une association. Cette association s'appelle comment? Cette association s'appelle Le Phénix. C'est une association qui a pour but d'avoir des réductions sur les conférences, sur les stages de formation, avoir accès à de la thérapie gratuite. Tous ceux qui adhèrent en fait à cette association ont le droit à des soins gratuits et des marches thérapeutiques qui sont organisées tous les dimanches. Alors c'est quoi les marches thérapeutiques? On part un petit peu partout vadrouiller en Rhône-Alpes et on va respirer l'air et travailler sur notre corps et sur nos énergies en pleine nature. Alors si certains de nos amis veulent adhérer à l'association, ils font comment? Ils ont juste à m'appeler et à me contacter et puis ils peuvent se mettre dans l'association. Quand tu te mets en contact avec les énergies, parfois il y a des phénomènes, on va dire, énergétiques qui surviennent, qui surgissent et qui peuvent être filmés ou photographiés. Là, la vidéo telle qu'on l'a, elle est passée au ralenti, mais on voit une boule de lumière qui semble décrire une trajectoire en forme de S, qui se rapproche de plus en plus et qui semble nous frôler. Je dis nous parce que j'étais présent, j'ai assisté à ça. Quand tu te mets en posture de pratiquer, il y a des déclenchements de phénomènes énergétiques? Oui, ça arrive des fois quand je me mets dans une certaine forme de méditation et que je baisse mon activité cérébrale. C'est vrai qu'avec le lien de la Kundalini, il y a des manifestations qui se passent dans la pièce, notamment en lien avec, les orbes. Les orbes se multiplient à mon contact et d'où pourquoi il y a eu cette boule lumineuse que j'appelle moi boule d'énergie, tout simplement, qui est venue à mon contact. Et c'est vrai que sur d'autres photos, on voit aussi qu'elles sont dans mes mains et que j'arrive à les manipuler. Mais quand je suis dans une certaine transe, en fait, méditative, il y a des phénomènes paranormaux qui se mettent en place, notamment au niveau de l'électricité ou au contact de plein de choses qui peuvent arriver dans la pièce. Donc ça, c'est assez courant chez toi, qu'il y a ces phénomènes... Oui, de guérison spontanée. Rien que aussi par la parole, ça m'arrive
au contact des gens. Rien qu'en parlant, j'arrive à guérir, juste en effleurant la peau, j'arrive à guérir aussi. Enfin, il y a des phénomènes qui se passent depuis que je travaille avec cette énergie. Alors, on verra, il y a aussi une photo d'un patient dont on voit qu'il y a une brûlure ou une écorchure, je ne sais pas, sur une jambe, et on voit la photo après le soin. C'est de l'eau chaude qui était tombée sur la cuisse d'un enfant, donc brûlée au 3e degré, et à distance. J'avais travaillé à distance, et au bout de 3 jours, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. J'avais coupé le feu. D'accord. Et il y a une autre photo, on voit aussi une patiente qui est allongée. Elle a du mal à plier sa jambe. Et visiblement, tu as intervenu. Et sur les autres photos qui ont été prises comme test, on voit qu'elle plie complètement sa jambe. Cette personne avait un handicap au niveau de sa jambe droite. Elle ne pouvait pas marcher, elle marchait avec une béquille. Et en une séance, j'ai manipulé toute la jambe en travaillant sur ses tendons, ses muscles, ses articulations, sur le système énergétique. Et j'ai pu remettre la jambe droite et elle a pu remarcher sans béquille. Et alors, globalement, comment se passe une séance? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment se fait le processus? J'y vais au feeling, selon ce que je ressens sur la personne. Des fois, les soins, ils se font debout, parce que j'aime bien travailler avec le corps énergétique pour bien les remettre en place au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du bassin, au niveau des énergies, au niveau de la tête. Donc des fois, en 5 minutes, le corps est réaligné et je ne suis pas obligée de les mettre sur la table. Mais je reste toujours en moyenne 1 heure avec les gens, où je prends le temps de les écouter, je prends le temps de travailler avec eux sur leurs traumas, sur leurs blessures. J'arrive à avoir des informations parce que j'ai la médiumnité qui est présente, donc je donne tout ce que je peux savoir sur des dates, ce que je peux avoir sur le corps, le transgénérationnel, ou si j'ai des informations en médiumité avec certains défunts, pour pouvoir les libérer en fait et redonner à mon patient la liberté d'être, en fait, de ne plus être en lien aussi avec leurs transgénérationnels qui sont lourds et qui sont parfois douloureux, pour qu'ils puissent retrouver leur liberté propre. Est-ce qu'on peut, quand on étudie un peu l'histoire, dire que ce sont des pratiques ancestrales qu'on redécouvre aujourd'hui, ou est-ce que c'est des choses que notre modernité a créées? Ça date pas d'aujourd'hui, ces techniques. Elles sont à l'origine de l'hindouisme, du taoïsme, du bouddhisme, enfin en ce qui concerne la pratique de la Kundalini. Est-ce qu'il y a un lien entre, on va dire, une pratique religieuse et cette pratique de thérapeute holistique, ou pas? Comment tu vois les choses? Je répondrais avoir la foi. Avoir la foi, mais la foi en quoi? La foi en soi. Tu m'as dit que tu n'avais pas vraiment suivi d'apprentissage, donc tout ça s'est développé petit à petit, à partir du moment où tu as pris conscience de ça quand tu étais encore fonctionnaire de police. Et comment est-ce qu'on sent que les choses bougent en soi et se mettent en place? Il y a un nettoyage qui se fait automatiquement chez nous. Donc on libère nos traumas, on libère nos blessures, on libère notre transgénérationnel. C'est pas tout repos, hein. On souffre, on a des douleurs, on a notre passé qui est renvoyé. Il y a beaucoup de choses qui nous amènent à un nettoyage d'abord personnel avant de pouvoir faire un nettoyage chez les autres. Et de toute façon, en soignant les autres, on se soigne nous-mêmes. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple des cas les plus extraordinaires que tu as pu avoir à traiter pour qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne ou comment ça se met en place? Est-ce qu'il y a eu des choses un peu spectaculaires qui ont... Me concernant? Donc, par rapport aux personnes qui sont venues te consulter à ton cabinet à l'Arbrel? Notamment des guérisons spontanées où j'avais juste à passer la main sur la jambe et il n'y avait plus de douleur. J'ai pu nettoyer certains traumas au niveau des cancers, au niveau des Parkinson. Je me souviens d'un monsieur qui était âgé qui devait avoir 82 ans et qui tremblait énormément et qui était venu me voir parce qu'il avait un stade avancé au niveau Parkinson, et j'ai tout retravaillé en fait son corps énergétique, et à la fin de la séance il pouvait tenir 2 bouteilles d'eau sans trembler, en étant les bras bien droits devant lui ou sur les côtés sans aucun souci, quoi. Alors ce qui défie un peu la raison, c'est que tu arrives à agir aussi bien quand la personne est présente qu'à distance, par téléphone par exemple. Alors, comment est-ce qu'on explique ça? Le temps n'existe pas.
La vibration passe par la pensée, par la parole et l'action. Donc du moment que tout est aligné, le fluide passe, que ce soit derrière un écran ou à distance, ou en mentalisation, en méditation, ou même en visualisation. On peut visualiser la personne en face de nous et totalement travailler dessus sans aucun souci. Et est-ce que dans ta pratique, tu utilises les cristaux? J'ai fait travailler avec des cristaux, mais j'ai totalement arrêté de travailler avec les cristaux. Je travaille maintenant vraiment qu'avec ma propre énergie personnelle. Est-ce qu'il y a un protocole de protection pour soi? Alors, oui, on pourrait dire oui, de se mettre en fait dans l'énergie du chi qui est tout autour de nous et qu'on peut visualiser une boule de lumière ou une coquille. Mais moi, avec la Kundalini, c'est vrai qu'elle est amour, elle me protège, donc je n'ai pas besoin de protection particulière en fait. La protection, c'est mon énergie vitale qui est la Kundalini qui me protège. Alors, ton énergie vitale, la Kundalini, est-ce que toi, dans ta pratique, tu la rattaches quand même à une tradition? Et si oui, à laquelle? L'hindouisme. L'hindouisme. Alors, où est-ce que on n'a pas l'impression que dans ces traditions, on parle beaucoup de ça? Parce qu'en fait, la Kundalini, c'est une énergie qui auto-guérit le corps. Donc, automatiquement, comme c'est une énergie qui auto-guérit le corps, on veut masquer. C'est sûr que ça fait un peu un électrochoc entre les énergies et la parapharmacie, en fait. Et est-ce qu'il t'est arrivé de ne pas réussir forcément à soulager quelqu'un? Bien sûr. Et pourquoi alors? Parce que la personne qui était en face de moi, c'est pas une question de réceptivité, c'est peut-être qu'elle devait aussi aligner certaines choses dans son corps pour pouvoir recevoir l'information ou faire certaines choses dans sa vie pour pouvoir avoir la guérison. Alors, comme toi, finalement, tu n'as pas fait de formation dans ce domaine-là, tout s'est développé instinctivement. Alors comment est-ce qu'on peut parler de ça? Moi, je pense que chacun a sa pratique, chacun a son niveau de conscience, chacun doit aller là où il doit aller pour son bien-être à lui, selon pareil sa psyché, son niveau de conscience. Et c'est vrai que des fois, il est important d'être soutenu, d'être aidé dans cette pratique-là, parce que moi, je me suis faite toute seule et j'aurais aimé avoir un entourage et un professeur particulier pour pouvoir travailler cette énergie. Alors, est-ce que là, tu es parti à un moment donné au Portugal avec ces médecins, ce neurologue. Est-ce que tu as essayé de faire la même chose en France pour pouvoir un peu attester de ces capacités qui sont en toi? Alors en France, les portes sont assez fermées. Et pourquoi? Parce qu'on ne croit pas à aux énergies, tout simplement. On ne croit pas à cette forme d'auto-guérison par soi-même. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des lieux qui peuvent guérir? Et comment ça marche? Bien sûr, tout à fait. Chaque lieu, comme par exemple Lourdes, a son taux vibratoire, a sa propre énergie et il y a des phénomènes qui se passent à cet endroit. Tout à fait. Alors, est-ce que pour toutes ces pratiques, on peut se faire aider par des instruments? Certains utilisent le pendule. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as utilisé? Et à quoi ça sert le pendule? J'ai utilisé le pendule. Le pendule, c'est juste le prolongement de notre propre énergie. Donc, il faut savoir rester neutre et ne pas influencer l'énergie du pendule pour avoir les bonnes réponses. En fait, on est toujours dans un lien entre l'ego et l'esprit. Et il faut ajuster la balance et être dans notre ajusteur de pensée. Est-ce que Maître Philippe, quelque part, a été un peu ton guide, quelque part? Il a été mon guide pendant même encore aujourd'hui, sur certaines choses. Alors, je ne dirais pas que je l'appelle, mais je dirais que j'essaye pas de me connecter non plus par vibration, mais je laisse faire. Le fait que j'habite juste à côté, je laisse la vibration de Maître Philippe arriver à moi quand c'est juste. Et j'ai déjà eu des cas où justement en disant par exemple il faut vendre le terrain ou pour que votre femme guérisse ou ne dites pas de mauvaises choses pendant 2-3 jours et pour que vous puissiez guérir, et ça a fonctionné. C'était assez marrant d'ailleurs. Et alors, dans toutes ces pratiques, on parle parfois de contact avec l'astral. Est-ce que tu peux nous parler de ça? L'astral, c'est un monde de dualité où il y a le plus et le moins, où il y a l'ombre et la lumière, où il y a le féminin et le masculin. Et en fait, c'est le monde, pour moi, le monde du deux, où il n'y a pas d'unification. Il faut passer au-dessus du dôme du monde de l'astral pour pouvoir être unifié, en fait.
Et alors, certains disent que dans l'astral, qu'il y a des forces pas toujours bienfaisantes. Est-ce qu'il y a une manière de se protéger de ça? Alors, tout ce qui est en lien avec le monde de l'astral, déjà toutes les nuits, on part dans l'astral, on va faire des voyages dans l'astral. Après, on fait des sorties de corps aussi dans l'astral. Mais il faut savoir que tout ce qui est en lien avec l'astral est un monde d'illusion en fonction de notre propre psyché à nous. Donc, si on a une psyché qui est polluée, on verra des choses qui ne sont pas jolies. Et si on a une psyché un peu bisounours, on verra des choses jolies. Ceci dit, on peut quand même, dans le monde de l'astral, partir faire le tour du monde, aller sur la Lune, avoir accès à nos vies antérieures, etc. Mais il faut toujours avoir notre discernement, parce qu'il peut arriver qu'on soit face à des choses vraiment pas très jolies, mais ce ne sont que nos propres démons à nous. Le monde de l'astral, c'est le monde qui est illusion, qui est illusoire. C'est un monde de mémoire ancestrale. C'est le monde des morts. On fait partie du monde des morts, on est dans le monde des morts, on est en communication avec le monde des morts, mais le monde des morts n'est qu'une mémoire. On se connecte à une mémoire, on ne se connecte pas forcément à la personne, on se connecte à la mémoire de la personne. Et le but, en fait, est de sortir du monde de l'astral pour pouvoir atteindre la supraconscience. Alors, est-ce que quand on est thérapeute holistique et qu'on travaille sur la Kundalini comme toi, est-ce qu'on est croyant? Est-ce qu'on a besoin de se rattacher à une transcendance? Comment ça se passe? Pas du tout. Moi, je me rattache qu'à moi-même et à ma lumière intérieure. Je ne me connecte pas au monde de l'astral où on dit la fausse lumière. Je me connecte à ma lumière à moi. Certains trouvent la nécessité de réciter une prière, enfin de faire une sorte de rituel. Est-ce que toi, tu utilises un peu des choses comme ça ou est-ce que simplement tu fais, j'allais dire, une pratique assez dépouillée? Alors pareil, je l'ai fait aussi, j'ai fait des rituels au niveau transgénérationnel en lien avec le chamanisme, j'ai fait aussi des prières, j'ai travaillé avec le pendule, j'ai travaillé avec les cartes, j'ai travaillé tout avec ce monde-là. Mais j'ai appris à élever ma conscience au-delà de ça pour pouvoir travailler qu'avec moi-même. Mais il ne faut pas rejeter ce monde-là, il ne faut pas rejeter tout ça, il ne faut pas rejeter ces croyances-là, parce que justement, ces croyances-là m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que dès l'enfance, il peut y avoir une mise en marche de tous ces processus d'énergie finalement? On vient déjà pur à la base. C'est à nous de garder ces capacités-là et de pouvoir grandir en conscience avec une éducation appropriée pour éveiller les enfants. La base de l'éducation, je pense qu'il faut éveiller les enfants tout doucement à s'écouter eux-mêmes, à les écouter eux, à observer leurs dessins, à observer ce qu'ils font, à observer à qui ils parlent, parce qu'ils nous donnent plein de réponses. L'enfant est pur jusqu'à l'âge de 8 ans où il ne met pas le mental en action. D'accord. Où il n'y a pas de conditionnement d'éducation vraiment propre, particulière. Alors, qu'est-ce qu'on répond aussi aux rationalistes qui nous disent que toutes ces histoires d'énergie, finalement, c'est de l'autosuggestion et que c'est les gens eux-mêmes qui se guérissent tout seuls, finalement? Comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu te positionnes sur ce... Sur quelqu'un de rationnel, je lui dirais de faire l'expérience. D'accord. Sans poser de mots. Juste expérimenter. L'énergie qui descend en lui. Pas qui monte, qui descend en lui. Et quand les patients sont sur la table où ils vont recevoir du bien-être, est-ce qu'ils ressentent quelque chose? Bien sûr, il ressent de la chaleur, il ressent du frais, il ressent des picotements, il ressent une énergie qui circule dans son corps. Il y a des fois aussi, il y a des patients qui ne ressentent rien, mais c'est parce que le mental est bien présent et qu'ils ont du mal à s'intérioriser et à lâcher prise à l'intérieur d'eux sur la table. D'où pourquoi je les mets debout, parce que c'est plus facile pour un patient de prendre la fuite en étant debout qu'en étant allongé. Et est-ce que tous ces effets, on va dire, sont durables? Est-ce qu'il faut parfois revenir à la charge ou pas? Mon médicament, c'est l'amour. D'accord. Voilà, déjà. J'aime mon prochain, j'aime mon patient. Alors il y a des séances, en une séance, le problème est débloqué, mais des fois il faut du temps pour guérir, donc il faut revenir. Moi je laisse toujours 21 jours entre chaque voilà. patient, voire même un peu plus. Des fois je leur laisse vraiment le temps
de se nettoyer en fait avec ces énergies, d'apprendre, de savoir qui ils sont et de faire un travail interne. En fait, c'est un travail d'équipe. Est-ce que le patient a besoin d'être, on va dire, lui-même ouvert, ou est-ce que malgré tout, la force des choses est que ça marche, même si la personne est un peu réfractaire? Le corps est fait d'énergie, donc du moment qu'on est fait d'énergie, ça passe. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme argument aujourd'hui pour dire il y a cette nouvelle approche pour soigner, pour amener du bien-être, parce qu'il y a quand même beaucoup de scepticisme encore face à toutes ces pratiques. Encore une fois, qu'ils fassent l'expérience eux-mêmes, qu'ils arrivent à s'intérioriser par la méditation, par aller marcher dans la nature, essayer de ressentir la vibration de l'eau, la vibration du feu, la vibration de l'air, de se connecter tout simplement. On est le cinquième élément, on est l'éther. Moi j'aime bien prendre cette image, être comme l'arbre. L'arbre il a besoin de quoi? De lumière et de ses propres ressources personnelles. Et ben l'homme doit être à l'image de l'arbre, il doit être. Et c'est ce qu'on nous demande en plus en passant le monde de l'astral, on nous demande d'être dans une supraconscience où on est justement dans l'instant présent, où il n'y a plus de passé, il n'y a pas de futur, et on co-crée et on crée dans l'instant présent. Comment est-ce qu'avec les années qui ont passé, tu vois ton cheminement où tu as commencé à rentrer dans la police comme fonctionnaire de police, où là on est dans un monde de la matière à outrance, mais est-ce qu'il y a eu un moment clé où tu as senti que ça basculait et qu'il y avait autre chose? À l'âge de 16 ans, j'étais pas du tout bercée par ça, quoique je m'intéressais quand même un petit peu au côté spirituel, mais c'était pas le bon côté des choses. Donc c'est en grandissant, quand mon père est décédé, qu'il y a eu des phénomènes étranges, notamment des machines à laver qui s'éteignaient, des ampoules qui s'éclataient, des interrupteurs au niveau de l'électricité que ça coupait, ou la télé qui s'arrêtait, mais ça c'était en lien avec ma propre énergie à moi. Et effectivement, en cherchant et en creusant, j'ai découvert donc ces capacités, et il y a un soin qui m'a littéralement marqué, c'était en mettant juste les mains sur la tête de ma patiente. Le corps est parti en mouvement d'accordéon, donc en mouvement de serpent. Et là, vraiment, c'est la première fois où j'ai senti la canalisation me descendre à l'intérieur de mon corps et transmettre par mes mains, et c'est parti dans le corps de ma patiente. Donc c'est vrai, ça a été à ce moment-là le déclencheur où j'ai senti la transmission de l'énergie descendre par le haut, passer par le cœur et transmettre dans mes mains. Et à ce moment-là, le corps de ma patiente a vraiment bougé fort, et je me suis demandé qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Et si tu avais l'occasion de refaire les tests médicaux que tu as fait au Portugal, de les refaire en France, est-ce que éventuellement tu te relancerais dans ce Bien sûr. Oui, tout à fait. Le but c'est quoi? C'est de démontrer qu'il y a une réalité qui peut être mesurée par des appareils... Oui. Et j'irai plus loin dans ma forme de méditation pour voir vraiment jusqu'où l'activité de la Kundalini peut aller en fait. On arrive à la fin de notre entretien. Quel serait un peu le mot de la fin pour résumer ta pratique aujourd'hui? Que la connaissance est gratuite pour tous et qu'on peut tous arriver au stade où j'en suis moi en ayant la foi, en croyant en soi et en se faisant confiance. Élodie, merci. Merci à toi, Jean. On dit à tout le monde à bientôt sur le canal de Vertical Project.